Ritipan, 20 juillet 2020, en France. Bonjour Itipan et merci d'être avec nous. Comment allez-vous et quels sont vos sentiments par rapport à tout ce que nous vivons actuellement? Hmm, ça va à peu près, mais c'est une période très étrange hein, pour tout le monde. Je pense que, enfin moi en tant qu'Asiatique qui a beaucoup voyagé aussi, je- j'ai une appréhension de ce qu'il allait euh, se produire pendant ces derniers 4 5 mois, mais pas jusque-là quand même, hein. Pas jusqu'à comment dire, une isolation aussi euh, totale, quoi. C'est, je me retrouve à m'imposer à moi-même de ne pas sortir. C'est la première fois qui m'est arrivé. Bon, mais en même temps, ce n'est pas une surprise quand, quand on voyage un peu, surtout en Asie, et voilà, tout ce qui, après, c'est que des palabres qui n'ont pas tellement de sens pour moi après. Ce qui est important, c'est quand même qu'est-ce que comment ce petit virus nous a poussé si loin dans je- pas, pas le sentiment démuni, mais beaucoup d'interrogations sur moi-même, quoi. C'est la façon dont les choses vont évoluer à partir de maintenant. Pas la peur de la mort, tout ça, la mort non, c'est normal, on vit, on meurt. Mais la façon dont les gens enfin, que les gens meurent, c'est assez stupéfiant, donc c'est beaucoup de choses étranges. J'entends beaucoup mieux euh, le bon côté des choses. J'ai jamais entendu autant de vent, autant de silence, euh, autant d'oiseaux. Ça arrive à tout le monde, mais j'ai beaucoup de chance si je compare aux autres personnes qui n'ont pas de la chance d'être loin de la ville. Si vous êtes un peu en ville, peut-être c'est un peu encore peut-être plus insupportable. Alors l'écriture, l'art ou le cinéma font partie de votre monde intérieur. En quoi Mm. est-ce qu'ils vous ont nourri peut-être davantage ces derniers mois? Non, rien du tout. C'était plutôt la désolation. J'ai rien fait. Je me retrouve à rien fait parce que j'avais beaucoup de travail qui sont programmés. J'avais des, des cours à donner, des films à faire, les voyages à faire, des colloques et tout ça. C'était une année assez bien. Je venais de terminer un film. Le film est invité ici et là. On a écrit un livre avec Christophe Bataille, dont à peine il est sorti. Et c'était, non, c'était une année plutôt pour moi bien remplie en janvier en tout cas. Et je me retrouve soudain bloqué. Que, bon, et puis voilà, j'ai rien fait pendant 2 3 mois quand même. C'était assez affolant. On s'accommode très vite dans cette lenteur, dans le temps est un peu bouleversé. Déjà, j'ai du problème de sommeil, mais là, j'ai encore plus de problèmes de sommeil. Et comme j'ai rien à faire, je dormais dans la journée, je me réveillais la nuit. Donc, c'est un peu compliqué à gérer, donc j'ai rien fait. C'était assez gênant, je me sens pas très bien, en fait. Il fallait réapprendre, peut-être très vite et dire, voilà, tu vas descendre, tu vas marcher.
tu vas t'occuper de ça. Mais maintenant, je suis content, j'arrive à faire un petit peu comme une rééducation, un peu, par rapport à comment dire? J'avais toujours peur de ne rien faire, hein. Je supporte pas des vacances, je supporte pas les temps morts, et je suis déjà dans un peu de suractif déjà. J'ai déjà un surplus d'activité. J'ai toujours peur de me rater quelque chose, de ne pas pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, de ne pas pouvoir dire ce que j'ai envie de dire, de montrer, de filmer, de discuter, tout ça. Donc, et là, c'est rien. Face à un espèce de rien, quoi. Rien ne vient, rien ne venait, rien ne s'en va. C'est une espèce de moment suspendu, comme ça, un temps suspendu, comme ça. Et donc, c'est très étrange. J'ai connu d'autres choses, mais comme ça, c'est très rare quand même. Très rare. Je crois qu'on s'en souviendra après. Ce serait intéressant d'en voir ce temps-là dans 50 ans, par exemple. Puis au bout de 3 mois, je commence à pouvoir écrire un peu, réfléchir un peu au prochain film. Il faut changer de film. Je disais, il ne faut pas laisser comme ça. Donc, il fallait appeler les uns et les autres et dire, est-ce que je peux changer mon sujet? Donc, Alors, voilà. Est-ce que... pardon, on Oui. assiste visiblement à un moment historique puisque le coronavirus touche désormais l'ensemble de la planète. Vous qui êtes un Mhm. survivant des massacres des Khmers rouges au Cambodge, est-ce que vous vous percevez comme un témoin de l'histoire? Euh, non, je suis comme tout le monde, vous savez. Moi, c'est des choses différentes pour moi. Pour ça, si on me demande peux mourir, je dis, bien sûr, je peux mourir comme tout le monde. Je suis un peu parano avec les gens qui portent pas de masque, tout ça. Je dis, bah, il faut porter des masques, il faut laver les mains. C'est pas de mourir, c'est dire ne pas être le vecteur de la mort des autres, plutôt. Je suis plutôt soucieux de ça, quoi. Et si j'ai pas envie de devenir l'acteur de la maladie de quelqu'un, vous voyez, ça, c'est neuf, ça. Dans un, dans un autre, oui, dans le passé, c'était la lutte vraiment contre le totalitarisme, contre l'idéologie. Mais là, c'est un virus, quoi. C'est un virus et que après, c'est compliqué avec tous ces débats, ces gens qui sortent des livres très vite, sortent des opinions très vite. Pourquoi on a peur de ça? On a toujours eu le virus. Ça. Et puis, c'est trop vite tout ça pour moi. J'arrive pas à accrocher avec ça. Mais je ne pense pas que j'ai peur de la mort. C'est pas le problème. C'est pas comment expliquer que c'est pas la peur de la mort, hein. La mort, il est là. Bon, voilà. Mais c'est d'être vecteur de la mort des autres, hein. C'est ça qui est gênant pour moi. Et puis, il y a tout ce débat sur dans les médicaments, là, je sais pas quoi, la chloroquine, machin truc, là. On a autant de débats. Ça ralentit, quoi. Ça nous divise. Ça nous divise. Puis on bascule très vite, les réseaux sociaux aidant, arriver à le parano, dire, de complot. Euh, on peut même pas dire, écoutez, ça marche pas ce truc apparemment. Et là, vous êtes un salopard, quoi, parce que le médicament est pas cher. Et ça veut dire que quand on arrive, on donne l'espoir aux gens comme ça. Et on était un peu démunis, hein, au mois de mars, avril. Il y a un type qui arrive, échec et maths. C'est rien du tout, on se soigne très bien. Voilà, tac. Et ben non, on est de juillet, c'est toujours là. Il n'est pas parti avec le beau temps, quoi. Mhm. On était content. Et tout va trop vite j'ai jamais autant vu de médecins en France. Tout le monde est devenu médecin. Tout le monde, tout le monde a des opinions. J'ai jamais autant regardé la télé. Euh, euh, presque, j'ai appris presque la médecine par la télé. Et c'est les philosophes parlent de maladie, les politiciens parlent de maladie, les médecins parlent de la vie, de la philosophie. Tout se mélange et c'est étonnant. C'est étonnant
de comment on peut perdre son comment dire? Son humilité, si vite face à un petit truc comme ça, quoi, je crois et on a oublié pas mal d'être un peu humble, heu et d'écouter plus et maintenant, ça y est, hein, on est dans une fracture qui va nous appeler à beaucoup de confrontations à partir de maintenant. Vous allez voir, ce virus a créé beaucoup de possibilités de confrontation dans les mois, des années qui viennent. Alors, j'aimerais qu'on revienne en arrière à travers ce dernier livre qui s'appelle La paix avec les morts aux éditions Grasset que vous évoquiez, qui a été donc coécrit avec Christophe Bataille, et dans lequel vous écrivez que témoigner ne libère pas, ne sauve pas. Pourquoi c'est néanmoins essentiel, que ce soit à travers vos documentaires ou vos livres, de témoigner sur ce à quoi vous avez survécu, de témoigner de ce moment de l'histoire pour qu'on ne l'oublie pas. Parce que je crois quand on écrit un livre comme ça, c'est, d'abord sauver soi-même déjà, hein. Heu, puis après si ça peut, comme donne façon à quelqu'un d'autre d'interpréter son histoire, c'est formidable. Récemment, quelqu'un m'a écrit en disant que, voilà, il s'est réveillé, en pleine nuit et cetera, et que ça fait 20 ans qu'il essaye de vivre avec, quoi. Et que je pense que je crois que le témoignage et la mémoire est aussi, je crois, une œuvre, comment vous dire, une œuvre forte aussi, aussi une œuvre d'art, quoi, une œuvre poétique, dans le sens création, quoi. Puis ça, une fois qu'on a écrit, même si c'est une histoire personnelle, même si il faut aussi mettre en film, c'est toujours une forme de création. Si on peut témoigner en ajoutant cette forme de possibilité de chacun d'être libre d'approprier le film, le livre et de trouver son chemin, ça c'est formidable. Mais d'abord, avant tout, moi je fais d'abord pour sortir des choses, parler quoi, de- j'ai l'impression que voilà, si je faire ça ou c'est pas possible de faire autrement, quoi. Si je pouvais, c'est, il y a pas, je veux dire, je peux pas dire c'est mieux de le dire ou c'est moins bien si je le dis pas, quoi. Et ça, s'il s'avère dans mon cas, c'était ça. Donc, j'ai réagi avec ce que je ressens, quoi. Ce que je, ce que je dois affronter. Ici, et avec toujours le souci quand même, je fais pas ça comme ça d'une façon euh, égocentrique. Je fais ça aussi en pensant surtout aux morts, je pense. Je pense surtout aux gens qui sont morts. D'ailleurs, les gens qui vont pas bien, euh, ils pensent beaucoup à leurs morts aussi. Au, Et donc, su- c'est peut-être restaurer qui sont les morts, quoi. Qui sont leur histoire, qui sont leur dignité, qui sont, c'est ça qui est intéressant à faire. Tout au long de cette pandémie, on voit que tous les jours, on nous annonce un nombre de morts assez vertigineux dans chaque pays. Ce sont des morts qui n'ont pas de nom, pas de visage. Oui, C'est oui, également oui. le cas dans l'histoire du Cambodge que vous essayez de Mm. nous transmettre à travers vos livres. Pourquoi c'est important d'aller à la rencontre de vos morts, mais aussi de leur donner à nouveau une âme et un visage? Parce que c'est comme ça la civilisation, c'est comme ça ce qui devait être l'humanité, l'humain, l'histoire de l'humanité, l'histoire d'être humain. Ça ne peut pas être un type qui vient à 18 heures le soir, tant de morts, tant de morts, tant de morts, quoi. Dire que on a besoin de cette information, mais en même temps, on était, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Du coup, c'est pour ça peut-être que j'ai beaucoup plus envie de comprendre ce virus, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, de
comme on dit, le virus invisible. Non, c'est pas vrai. Il est visible. Si vous testez, il est visible. Si vous commencez à tester, vous savez qu'il est là, quoi. Il a une image, finalement. Il a un nom. On lui a donné un nom. Bon, je pense que, mais en même temps, c'est difficile. Vous voyez, il y a en même temps, les gens qui veulent pas en parler. Il y a en même temps, euh, cette mort, elle est étrange. Que, moi, j'ai un ami qui est son père qui est mort. Il n'avait pas le droit d'aller le voir. Quand ils l'ont incinéré, ils l'ont donné les cendres après, quoi. Bah, vous avez votre père qui est parti, puis il est revenu avec un. Vous voyez, c'est pourquoi c'est important les cérémonies, le deuil et tout ça, c'est important. Ce qui a été, important pour vous aussi en écrivant ce livre, c'est de retourner en Cambodge, de faire ce voyage au pays natal sur les traces de votre enfance, sur les traces de vos morts. En allant à la rencontre de ces morts, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Mais peut-être ils disent que je suis, déjà, ils disent qui sont, ils disent que je suis dans le creux, hein, comme on peint un portrait de quelqu'un, on se reflète toujours dedans. Quand on photographie quelqu'un, on projette toujours quelque chose dedans, on trouve la trace, on trouve c'est pas toujours en un sens, quoi. C'est toujours aller-retour. Quand on, en vrai travail, c'est une forme de réflexion d'une image, quoi, d'une autre. Donc, moi, c'est juste pour me retrouver aussi. Vous savez, c'est- c'est- c'est important de savoir que c'est là, quoi, même si je ne trouve pas exactement les miens. Il y a d'autres miens à moi qui sont à tel endroit, dans telle place, dans tel paysage. Euh, les tombeaux sont aussi un paysage, inscrits dans un paysage que, voilà, savoir lire. En fait, tout ça, c'est ça qu'aussi, même pendant cet enfermement, est-ce qu'on est capable d'entendre le silence? Hein? La mort, c'est un silence qui a une voix, c'est un silence qu'on entend, quoi. On les entend, on continue à les entendre. Voilà, je sais pas qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces morts, mais il y a beaucoup de morts. Et il y a des manières de les rendre. Ce que fait JR sur, la Bastille, ben, ouais, c'est une manière. Est-ce que c'est acceptable, pas acceptable? Je sais pas, c'est très, très délicat. Vous voyez. Moi, j'aime bien hein, de donner le visage comme ça des victimes, des soignants. Mais est-ce que c'est jusqu'à où l'art peut aller? Personnellement, il n'y a pas de limite tant qu'on dédie à une pensée juste, avec c'est quelque chose de digne. Hein. Donc après, j'espère que les gens comprennent son geste. Euh, Ce geste est important pour moi. Alors la crise du coronavirus, elle a tendance à effacer une autre crise qui était déjà relativement invisible, à savoir la crise migratoire. Vous-même, vous vous décrivez comme un exilé éternel. L'exil est d'ailleurs au cœur de votre œuvre. Qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de ces migrants aujourd'hui, ces migrants qui, tout comme vous, ont fui des blessures, ont fui des situations dramatiques dans leur pays d'origine? Moi, j'en veux à ceux qui créent ce mouvement-là. Il n'y a pas ce mouvement de migration, il n'est pas comme ça. C'est pas venu comme ça. C'est pas surnaturel. C'est nat- c'est quelque chose qu'on a créé, où la pauvreté, ou les guerres, la majorité des choses, c'est les gens viennent des zones qu'on a tout fait pour, comment dire, basculer les équilibres dans un sens, dans un autre. C'est des zones de conflit. On n'est pas exilé par intérêt économique. Faut pas, c'est insupportable de l'entendre suggérer une telle chose. On quitte pas sa famille, sa terre, ses racines, juste pour les raisons économiques. Hein.
c'est surtout les raisons je sais pas, d'humain, quoi, d'humanité, quoi, vivre dignement, quoi. Et que, et c'est en cela qui était insupportable, hein, qui est insupportable parce que, par exemple, en pays comme les États-Unis, combien d'années ils sont en paix, les Américains? Ils sont très peu en paix. Ils font tout le temps de la guerre. Si c'est pas, ici, c'est là-bas. Et puis, il y a des appétits des uns et des autres, des Russes, des Chinois, des Européens, tout ça. Mais je pense que c'est pas, on dirait qu'on ne peut pas vivre sans la tragédie, quoi. On ne peut pas vivre sans ce déséquilibre mondial, quoi. Donc, on va tester, on va chercher. Ça a été toujours comme ça, finalement. On est, euh, est-ce qu'on est capable d'en sortir? Non, je ne pense pas, mais on est capable de lutter, oui. On ne changera pas ça, mais ce qu'on sait faire, ce qu'on peut faire à la limite, c'est de vous donner une, une connaissance de vous-même, que vous pouvez résister par votre propre force individuelle, parce que vous pouvez améliorer des petites choses à votre niveau, quoi. Quel est votre regard, sur le Cambodge d'aujourd'hui? Comment est-ce que ce pays vit avec son histoire, avec son passé? Et quelle est aussi la situation du coronavirus là-bas? La situation coronavirus est un peu étrange, mais je pense parce qu'on a une population jeune. On a plutôt l'espérance de vie qui est un peu bas aussi, donc on n'a pas beaucoup de personnes âgées. Et comme la population jeune, comme vous savez, il passe plus facilement, on n'a pas des tests généralisés et tout ça, hein. On a simplement les gens malades. On est à peu près maintenant à 165 personnes, hein, malades, mais je crois qu'on a quand même la chance parce qu'on a beaucoup de jeunes de 35 ans, hein, d'âge moyenne, un peu plus. Et aussi, peut-être, non, il y a des choses qu'on va avoir du mal, c'est la crise économique. Et ça, c'est pour tout le monde. Et simplement, dans les pays comme le Cambodge, il est ressenti plus que les autres. Vous voyez, c'est que le système social n'est pas en place et que vous savez, quand vous touchez à des gens qui ont un revenu de 300 $ par mois ou 250 $ par mois, ils n'ont pas de stock, ils n'ont pas de- quand ça touche, c'est immédiat, quoi. Immédiatement. Donc, voilà, c'est le moment où il faut euh, qu'on les soutienne, qu'on- moi, j'ai essayé, nous, on a un petit centre au Cambodge, c'est pas le centre Bopana. On a à peu près 35 employés, les gens modestes. Et à un autre niveau, on a essayé de ne pas licencier, ne pas fermer, ne pas. C'est très compliqué, quoi. Très compliqué. Mais on peut, hein, on a des moyens, hein, final. Je veux dire, au niveau du monde, on a des moyens de venir. J'espère qu'il n'y aura pas de gens, de venir en aide, je veux dire, j'espère qu'il n'y aura pas des gens qui meurent de faim ou tout ça, quoi. J'espère. Mais je pense au Cambodge, ça va là-dessus, je pense. À travers ce livre, vous avez fait, ou vous essayez en tout cas de faire la paix avec les morts. On sent aussi qu'en l'écrivant, vous faites peut-être un petit peu la paix avec vous-même. Est-ce que vous avez fait la paix avec le Cambodge? Oui, moi, j'ai jamais été en guerre avec le Cambodge, hein. Moi, je suis en paix, je suis moi en paix, je veux faire en paix avec la mort parce que les morts dans une situation d'un génocide, un crime contre l'humanité, c'est des morts très, très violents. Donc, et cette mort-là n'a pas de repos. Vous savez. Donc, faire un film, c'est faire comme vous faites, comme si vous créez un stèle à la mémoire. Donc, c'est aussi pacifier notre rapport entre nous, survivants, et ceux qui sont morts, quoi. Mais c'est pas une guerre contre les, mon propre pays, quoi.
Moi, je suis plus en guerre avec Henri Guénaud, quoi. Ou avec des gens comme ça qui disent les Khmers verts, tout ça. Non, les Khmers, c'est nous. Nous sommes les Khmers. Et utiliser le Khmer comme si c'était devenu intégré un peu en entier, quoi. C'est pas, c'est pas Khmer vert, quoi. Non, ils ont des problèmes, les écologistes, ils trouvent un autre terme, un autre mot pour le dire. Mais pas les Khmer verts. Vous avez des gens comme ça, là, après tout de suite Corona, qui vient à la télé, des Khmer verts parce que les écologistes gagnent les élections. À chaque fois que les écologistes commencent à gagner, le Khmer vert revient. Systématiquement, le Khmer vert revient. Et sciemment. Sciemment. Oui, nous, on n'est pas nombreux, on est loin. Donc, il n'y a personne qui leur dit, c'est pas bien de dire des choses pareilles. Donc, ils peuvent continuer parce que nous sommes tout petits, très loin. Et on se permet pas mal de choses. C'est une attitude assez arrogante, je trouve, de nier l'histoire. Moi, je leur ai dit, à David Pujadas, à tous ces gens-là, dit, hey, moi, je suis un Khmer, moi. Mais c'est plus ça que le Cameroun, ça va, j'ai bien tout suivi, j'ai bien, j'ai, mais le fait que les autres qui viennent après continuent à dire des bêtises, c'est très compliqué pour nous aussi de faire travailler. Si les Khmers sont mauvais, on n'est plus heureux d'être Khmer. Vous voyez, on a honte même d'être Khmer, puisqu'on est mauvais. Ouais, non, c'est les Khmers rouges, c'est autre chose. Euh, le Khmer, c'est un peuple, pas, c'est pas les Khmers verts. Dans ce livre, vous rendez également hommage à une autre survivante d'une tragédie de l'histoire, votre amie Marceline Loridan-Ivens, qui elle a survécu à Auschwitz. Et d'ailleurs, vous écrivez Nous sommes des enfants de là-bas, nous avons peut-être mal grandi, mais quelle force! Quelle est la force que Marceline vous a transmise quant à cette envie de vivre, cette discipline de vivre que vous avez également? Euh, finalement, c'est la vie qui vaut la peine de tout ça, de toute cette bataille aussi. C'est aussi le refus de capituler. Et si, non, ça y est, les nazis sont plus forts, les Khmer rouges sont plus forts, toute forme totalitarisme peut nous guider. Le fait de dire qu'on a une vie, qu'on est capable aussi, j'ai connu un peu Marceline, et si vous voyez comment elle peut être pleine de vie, et ça, je crois, c'est un bel exemple de ce que c'est la vie, quoi. Qu'est-ce que c'est une pleine de vie. Une personne comme ça, quoi, entière, comme ça, c'est pas, elle est dans la lutte, même euh, parfois un peu étrange par rapport à sa période, maoïste et tout ça, mais elle le sait très bien. Mais en même temps, leur film reste euh, formidable. Moi, je l'aime beaucoup. Cette vitalité, elle n'était pas pro-Mao, tout ça, ou elle est quand même allée au Vietnam en plein bombardement américain. C'est, c'est résister, en fait. C'est porter un œil sur les plus démunis. Ouais, c'est des choses comme ça. Les gens, il y a des gens qui sont pauvres, qui n'ont rien, et qu'est-ce qu'on fait, quoi? Euh, Et elle fait à sa manière, en allant faire des films, en prenant des sons, pendant le bombardement à Hanoï et tout ça. Et après, voilà. Et moi, je trouve que c'est une démarche très intéressante comme une forme de révolte, une forme de résister, toujours résister. Et nous, on n'a rien d'autre, hein. On n'a que des images, on n'a que juste nous, quoi. Juste notre enthousiasme, notre pleine de vie pour résister. Sinon, on n'est rien. Et justement, comme on nous a toujours voulu réduire à rien, ça, on n'accepte pas. On peut pas accepter. Eh bien, merci pour ce beau message, Ritipan, et surtout, portez-vous bien. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.